Alors bonjour à tous, bon j'espère que tout le monde va bien et que vos familles aussi. Alors premier cours à distance aujourd'hui qui fait suite au TP sur la poussée d'Archimède de la semaine dernière, dans lequel je vous rappelle, on avait fait cette petite expérience dans lequel si on veut déterminer la poussée d'Archimède qui s'exerce sur un objet, donc la petite masse qu'on avait suspendue au dynamomètre, il suffit de suspendre dans le vide, ça nous donne ici sur le dynamomètre la valeur du poids de l'objet, et puis ensuite quand on le suspend et qu'on l'immerge complètement dans le liquide, là en l'occurrence c'était de l'eau, on se rendait compte qu'on obtenait une valeur inférieure. Pourquoi? Parce que la poussée d'Archimède agit en poussant l'objet vers le haut, et donc la différence entre la valeur à vide et la valeur une fois qu'on immerge l'objet nous permet d'obtenir la poussée d'Archimède. Ça c'est par l'expérience. Deuxième possibilité, c'était donc par le calcul. Donc on avait vu dans cette partie-là qu'il est possible de calculer la poussée d'Archimède. Pour ça, il faut connaître le volume de liquide déplacé par l'objet. C'est-à-dire, en fait, si l'objet est complètement immergé, il faut connaître son volume. Si un objet flotte, il faut connaître la partie qui est immergée, le volume de la partie qui est immergée dans le liquide. Grâce à ce volume, ensuite, on a une formule qui nous permet de calculer. Donc, c'est ce qu'on avait fait. On a immergé le solide. On avait déterminé son volume en mètres cubes. Et ensuite, donc, on a une formule qui nous permet de calculer le poids du liquide qui a été déplacé, le poids du volume du liquide qui est immergé, grosso modo, c'est égal, P est égal à ρ, c'est-à-dire la masse volumique du liquide dans lequel on immerge l'objet. Bon, généralement ça vous sera donné, par exemple pour l'eau c'est 1000 kg par mètre cube, pour le pétrole c'était 800 kg par mètre cube. Fois G, c'est l'intensité de la pesanteur, qui est une constante qui vous sera donnée, 9,81 newton par kilogramme. Bon, souvent on prend 10 newtons par kilogramme, pour arrondir. Et V, c'est le volume déplacé de liquide, c'est-à-dire la partie réellement immergée de notre objet. Donc s'il est complètement immergé, comme c'était le cas nous la semaine dernière, il suffit de connaître le volume de l'objet qu'on avait déterminé donc grâce à notre éprouvette graduée. Alors aujourd'hui, donc je vous ai donné un document sur les conditions de flottabilité d'un matériau. Alors, si je reprends ce document en essayant de commenter avec vous, la flottabilité, donc, c'est quelque chose qui caractérise le comportement d'un objet au sein d'un liquide. Un objet, immergé dans un liquide est uniquement soumis à deux forces, son poids, P, qui l'attire vers le bas, et la force de poussée d'Archimède, PA ou FA, bon, les notations, peu importe. Ce qui est important, c'est de comprendre que c'est la poussée d'Archimède qui, elle, a tendance à pousser l'objet vers le haut. Alors, on sait que ces deux forces, le poids et la poussée d'Archimède, ont la même direction ou droite d'action, c'est-à-dire qu'elles sont toutes les deux verticales, mais elles ont des sens opposés. Il y en a une qui attire l'objet vers le bas, c'est le poids, et puis l'autre force a tendance à le repousser vers la surface, c'est-à-dire c'est la poussée d'Archimède. Et du coup, pour savoir quel va être le comportement de l'objet, il faut faire la comparaison. Reste la comparaison des valeurs qui va déterminer le comportement de notre objet. Alors, trois cas sont possibles. Trois cas qu'on avait pu voir en début d'année, comme en début de cours, quand on a essayé de voir quels sont les objets qui flottent ou pas. Premier cas, si on prend l'encre d'un bateau, on voit ici que cette encre, elle est soumise au poids ici qui est en rouge, et puis à sa poussée d'Archimède. On voit ici que le poids est plus grand que la poussée d'Archimède. La flèche est plus longue, ça veut dire que son poids est plus important que la poussée d'Archimède. Dans ce cas-là, obligatoirement, il est attiré vers le fond, l'objet coule vers le fond. Deuxième situation, celle d'un poisson par exemple. Un poisson, il reste entre deux eaux. Pourquoi? Parce que son poids, il s'arrange pour que son poids, à lui, il soit pareil que sa poussée d'Archimède. Et du coup, si P est égal à PA, l'objet reste en équilibre entre deux eaux. Dernière situation, la situation d'un morceau de bois qui remonte à la surface. Pourquoi? Parce que lui, son poids, qui l'attire vers le fond, il est plus petit que la poussée d'Archimède qui a tendance à le repousser à la surface. Donc P est inférieur à PA, l'objet remonte vers la surface. Alors si on fait un petit bilan de ce que je viens de vous dire, par l'intermédiaire de quelques phrases. Donc dans l'eau, la valeur du poids d'un objet immobile entre deux eaux est égale à la valeur de la poussée d'Archimède qui s'exerce sur lui. Donc c'est pour cette raison qu'il reste entre les deux. Pour couler vers le fond, la valeur du poids d'un objet doit être supérieure à la valeur de la poussée d'Archimède qui s'exerce sur lui. Comme ça l'attirera vers le fond, vu que le poids attire les objets vers le sol, vers le fond. Inversement, pour remonter à la surface, la valeur du poids doit être inférieure à la valeur de la poussée d'Archimède
qui s'exerce sur lui, et dans ce cas-là, du coup, la poussée d'Archimède aura tendance à le faire remonter à la surface, vu qu'elle sera plus importante que le poids qui l'attire vers le fond. Donc, que le poisson monte ou descende dans l'eau, hein, un poisson, il a la faculté de monter ou descendre un peu à sa guise. On va essayer d'expliquer ce qui se passe. Pour un poisson, son poids, il est identique. Quelle que soit la situation, qu'il soit en haut ou en bas, son poids est identique parce que sa masse ne change pas. Qu'est-ce qui va changer, en fait? C'est la poussée d'Archimède qui s'exerce sur lui. Et cette poussée d'Archimède, on vous dit ici qu'elle varie. Pourquoi? Parce que il est capable de faire varier le poids du volume d'eau déplacé, c'est-à-dire, en fait, sa poussée d'Archimède. Alors, comment est-ce qu'il fait pour faire varier sa poussée d'Archimède? Il utilise, en fait, quelque chose qui est lié à la formule de calcul. C'est qu'on a vu que la valeur de la poussée d'Archimède, ou autrement appelé le poids du volume d'eau déplacé, est quelque chose qui dépend, on dit, qui est fonction de sa masse volumique. Bon, mais sauf qu'un poisson, qui monte ou qui descende, la masse volumique du liquide dans lequel il se trouve ne change pas, c'est toujours de l'eau. Donc la masse volumique ne change pas. Donc c'est pas là-dessus qu'il peut jouer. Par contre, il peut jouer sur le volume d'eau déplacé. Je vous ai rappelé ici la formule, hein. La poussée d'Archimède est égale à ρ, la masse volumique qui ne changera pas, fois g qui est la constante de l'intensité de la pesanteur qui ne changera pas, fois v, et v c'est le volume de la partie immergée de l'objet qu'on est en train d'étudier. Donc, dans cette formule, si V est de plus en plus important, c'est ce qu'on vous dit ici, plus le volume d'eau déplacé est important, plus quand on va calculer, si V augmente, P, la poussée d'Archimède, augmente, donc plus son poids est grand, et donc plus la poussée d'Archimède sera grande. Alors, comment est-ce qu'il fait, lui, pour changer ce volume? Il a quelque chose qui ressemble à nos poumons, qui s'appelle une vessie natatoire. C'est un peu le même principe que vous quand vous êtes en train de vous baigner. Si vous essayez d'aller sous l'eau, si vous remplissez vos poumons d'oxygène, enfin d'air, vous allez avoir plus de difficultés à aller sous l'eau que si vous les videz. Lui c'est pareil, il a ce qu'on appelle une vessie natatoire, c'est une petite bulle d'air qu'il a à l'intérieur de lui, qui peut remplir plus ou moins d'air. Et du coup, en remplissant plus ou moins, le poisson il va être capable de modifier son volume. Donc, si il met plus d'air dans sa vessie natatoire, son volume augmente, et donc la poussée Archimède augmente, et il remonte un peu vers la surface. Inversement, s'il veut redescendre, il va vider un peu sa vessie natatoire, donc son volume va diminuer, et la poussée d'Archimède qui s'exerce sur lui va diminuer. En conclusion, au niveau des conditions de flottabilité, on peut en déduire qu'un corps flotte si la valeur de son poids est inférieure à la valeur de la poussée d'Archimède. Inversement, un corps va couler si la valeur de son poids est supérieure à la valeur de la force de poussée d'Archimède. Et puis, si c'est identique, donc l'objet reste entre deux eaux. Alors, au niveau des conditions d'équilibre d'un corps flottant, donc on va voir aussi quelle est la faculté d'un objet à se remettre à flot. Alors, au niveau des rappels et des définitions, donc le point d'application de la force qu'on appelle le poids. Ce point d'application, l'endroit où s'applique cette force quand on doit la représenter, ça s'appelle son centre de gravité, c'est le point G. Le point d'application de la force de la poussée d'Archimède, ce point d'application, lui, on le note C, et il s'appelle le centre de poussée. Et ce centre de poussée, en fait, ça correspond au centre de gravité, mais uniquement de la partie qui est immergée. Alors, vous avez une application ici, on vous montre un cube de bois, ici, qui est en partie immergé dans de l'eau. Donc un cube de bois flotte à la surface d'un liquide, indiqué avec précision, donc, sur le schéma, le centre de gravité et le centre de poussée. Alors j'ai pas pu faire directement, vu que c'est un document PDF, l'explication ici, mais donc, je vous ai expliqué ici qu'il faut déterminer le centre de gravité de l'objet, donc du petit cube, puis ensuite, le centre de gravité de la partie immergée. Alors pour ça, si je vais regarder un petit peu ce qu'il faut faire, je dois trouver le centre de gravité de l'objet. Donc l'objet, c'est le carré qui est là. Pour trouver le centre de gravité, pour un objet qui a une forme géométrique classique, par exemple ici un carré, il suffit de tracer les diagonales. Donc je vais tracer en noir ici cette diagonale-là, puis l'autre diagonale, et puis je me rends compte qu'elle se coupe en un point, qui est le centre de gravité de mon cube. Pour trouver le centre de poussée, il faut faire la même chose, mais uniquement avec la partie qui est sous l'eau. Donc la partie qui est sous l'eau, ici de notre cube, c'est ce rectangle-là,
qui est immergé. Et donc, pour ce rectangle, j'ai fait exactement la même chose, c'est les petites droites que j'ai tracées en rouge, ici. Donc j'ai tracé cette diagonale, j'ai tracé l'autre diagonale, et on se rend compte ici qu'il y a un point d'intersection qui est le centre de gravité de cette partie, qui est donc le centre de poussée. Bon, ben une fois qu'on a défini ce centre de poussée, on va pouvoir déterminer si un objet peut revenir à flot ou pas. On a pris l'exemple d'un bateau. Il va y avoir deux cas. Premier cas, si le centre de poussée, il est au-dessus du centre de gravité G. C'est le cas qu'on va appeler le cas numéro 1. Et si les deux points ne sont pas alignés, avec la verticale, le couple de force qui apparaît va redresser le solide dans sa position verticale de départ. L'équilibre est stable. C'est-à-dire que là, ça c'était la position de départ, il y a un peu de houle, le bateau tangue un peu. Ben, cette force, là, comme le point C est au-dessus du point G, la poussée d'Archimède qui apparaît là et le poids qui apparaît là ont tendance à faire tourner mon bateau dans le sens des aiguilles d'une montre, comme l'indique cette flèche. Là, si ça fait ça, si on tire de ce côté sur le bateau, ben, le bateau il va avoir tendance à tourner dans ce sens-là des aiguilles d'une montre, donc il va revenir dans sa position initiale. Deuxième cas, le centre de poussée est au-dessous du centre de gravité. Dans ce cas-là, si les deux points ne sont pas alignés à la verticale, ben, il va y avoir là encore un couple de force qui apparaît et qui va faire chavirer le solide. C'est un équilibre qui est cette fois-ci instable. Si je regarde le schéma, ben là, vous voyez que le centre de poussée est en dessous, la poussée d'Archimède qui est là, et le poids qui est là vont chacun des deux avoir tendance, si je prends la poussée d'Archimède par exemple, là en tirant comme elle tire de ce côté, avoir tendance à faire tourner le bateau dans ce sens-là, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc comme il balance déjà de ce côté, il va avoir tendance à se retourner. Du coup, généralement, en conclusion, ce que je vous ai mis ici, c'est que sur les bateaux, on a rajouté quelque chose sous le bateau qui s'appelle la quille. Je l'ai noté là. Cette quille ici, elle a pour but de rabaisser le centre de gravité d'un objet de manière à ce qu'il soit en dessous du centre de poussée pour éviter des problèmes de chavirement. Application, donc on vous donne la position d'un bateau ici initiale et puis on vous donne deux positions 1 et 2 et pour chacune des deux on vous demande si le corps flottant retrouve sa position d'équilibre initiale ou non. Mais dans la position 1, on se rend compte que le centre de gravité est au-dessus du centre de poussée et ils ne sont pas alignés à la verticale. Ce qui veut donc dire que dans ce cas-là, on est dans le cas numéro 2 expliqué au-dessus, c'est-à-dire que le corps flottant va chavirer parce que là, le centre de poussée va avoir tendance à retourner l'objet. Inversement, dans la position 2, le point C, le centre de poussée, est légèrement au-dessus du point G. Dans ce cas-là, on est dans le cas référencé comme étant le cas numéro 1 au-dessus. Le corps flottant, le bateau, va se remettre en position initiale, parce que, par exemple ici, la poussée d'Archimède va avoir tendance, en relevant par là, ici, va avoir tendance à remettre le bateau à flot. Voilà pour ces explications, j'espère que ça a été à peu près clair. Maintenant, ça va être à vous de jouer avec les exercices. Au revoir.